Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Big Ten et de Chicago dans l'Illinois pour aller voir Northwestern. Northwestern, excellente fac académique, mais pas seulement, une bonne fac de football qui a tendance à surprendre assez régulièrement, sachant qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà, dans un premier temps, la saison 2023-2024, je vais commencer par parler des matchs, mais ensuite je vais parler du plus important vis-à-vis de cette saison. Un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. En conférence, 5 victoires pour 4 défaites, c'est assez excellent. Victoire face à UTEP, Minnesota, Howard, Maryland. J'avais bien chialé ce jour-là. Wisconsin, Purdue et Illinois. Défaite face à Rutgers, Duke qui était 21e au classement ePeople, Penn State qui était 6e au classement ePeople, Nebraska et Iowa. Et cette belle victoire, cette excellente victoire même au Las Vegas Bowl du côté du stade des Raiders, la Legend Stadium, face à Utah, 14-7, inespéré. Enfin, moi, si on me donnait un bilan comme ça pour Northwestern en début de saison, plus une victoire en bowl face à Utah, voilà, je n'y aurais jamais cru littéralement, sachant qu'il s'est passé donc énormément de choses. Pat Fitzgerald, vous le connaissez, le head coach mythique, évidemment, de Northwestern, presque 17 ans dans le programme. Il est arrivé en 2006. Eh bien, il a été viré juste avant la saison, le 7 juillet 2023 précisément, pour des histoires en fait d'harcèlement dans le vestiaire, comme quoi il y avait une culture d'harcèlement, etc. Il y a eu quelques plaintes, notamment d'un joueur sur des choses qu'on n'aurait pas su du côté de Northwestern. Alors, apparemment, Fitzgerald, il n'était pas forcément visé en tout premier lieu, mais il était au courant de ce genre de pratique. Et c'est ça qui lui a fait défaut. Donc voilà, il a posé sa démission. Mais je ne sais plus si c'était une démission, un commun accord, mais bon, ça s'est terminé comme ça. Assez surprenant, ça a été vraiment un bouillon à ce moment-là dans le college football et surtout pour un programme comme Northwestern avec, c'est ça, c'était un des coachs qui avait la plus longue tenure. Je crois qu'un des top 3 coachs du pays avec la plus longue tenure en tant que head coach du même programme. Donc, gros coup de shaker là du côté de Chicago. Et il a été remplacé vraiment au pied levé par son nouveau défensif coordinateur, donc David Brown, qui venait d'arriver. Lui, il n'était pas dans les histoires d'harcèlement, etc. Il venait d'arriver de North Dakota State. Vous connaissez la plus grosse fac de FCS, la meilleure fac de FCS qui sort régulièrement des joueurs en NFL, pour ceux qui ont entendu récemment Carson Wentz, Trey Lance, etc. pour les quarterbacks. Ça vient de là-bas. Donc, c'est une très bonne école de football, on va dire. David Brown, donc, qui arrive au milieu de ce champ tumultueux et finalement qui est propulsé head coach, pas évident, eh bien, il se termine Coach of the Year en Big Ten. Voilà, c'est juste un titre qui lui revient et de très bonne manière. Récupérer un programme comme Northwestern avec ce qui vient de se passer là, le tremblement de terre, t'es nouveau dedans, t'arrives à faire 8 victoires pour 5 défaites et même à être en bilan positif directement dans ta conférence, franchement, chapeau. Chapeau bas littéralement pour David Brown. Voilà, pas grand-chose à rajouter, sachant qu'il était intérim head coach tout au long de la saison et je crois que c'est à partir de la 11e semaine qu'il a été confirmé comme coach pour les saisons suivantes. Voilà, et puis on sait que l'effectif apparemment était très satisfait de lui, etc. Que c'était vraiment... En fait, s'il a pris les rênes de head coach comme ça en urgence en étant nouveau, c'était aussi parce que humainement parlant, c'était peut-être un des mecs qui étaient les plus intéressants au sein de la, j'allais dire la franchise, mais non, du programme, bien évidemment.
Il a ramené cette année un nouvel offensive coordinator, c'est Zach Lujan, qui était coordinateur offensif et QP coach de South Dakota State, donc pas North Dakota State, South Dakota State, et qui joue encore d'ailleurs pour l'équipe au CFB en 2016. Il n'y a pas si longtemps, c'était le quarterback titulaire du programme de South Dakota State. Voilà, donc c'est un jeune offensive coordinator, ça va être intéressant à suivre ça. Et puis on a un nouveau defensive coordinator, c'est Tim McGarrigle, qui est un alumni de Northwestern, qui est né, a grandi à Chicago, non irlandais, vous vous doutez bien. Voilà, c'est un vrai mec du cru. Moi, j'adore les mecs du cru comme ça. C'était le coach linebacker du programme depuis 2018, donc ça veut dire que Brown, il a vraiment confiance en lui pour l'avoir promu coordinateur défensif, même si ils ont bossé qu'un an ensemble, mais il a vu qu'il avait la fibre pour. Donc excellent ça. Je pense que voilà, on reste en comité un petit peu familial avec des types intéressants. Au niveau des commits, eh bien, c'est la 80e classe pour 17 joueurs, donc assez bas. C'est des joueurs en plus qui viennent un petit peu partout du pays. C'est difficile de recruter localement. Tu as un ou deux bons lycées dans la région de Chicago et dans l'Illinois en général, mais tu as beaucoup de concurrence avec notamment les Ohio State, les Penn State et Michigan qui viennent piocher là-bas souvent quand ce n'est pas des équipes de SEC qui montent tout au nord. Et puis dans ces joueurs là qui viennent un petit peu de partout, on a un anglais. Juste pour vous dire, il arrive de Londres. Voilà. Au niveau des transferts, eh bien, c'est la 111e classe du pays, donc très bas, pour seulement 5 joueurs d'arrivée. L'attaque, parlons du poste quarterback, parce que les deux QB principaux de l'année dernière sont partis. On a Ben Bryant, qui est un ancien transfert de Cincinnati, qui est en fin de carrière universitaire, et tout court d'ailleurs, et Brendan Sullivan, qui devait être le starter cette année, et qui finalement, pendant le printemps, là, a décidé de transférer à Iowa sur la deuxième fenêtre des transferts. Donc, grosse perte. Pour le QB titulaire, ça va être compliqué. Ça va devoir se jouer entre Mike Wright qui vient d'arriver là. Il est arrivé au printemps. Il est arrivé après les spring practice. Donc très récemment de Mississippi State. C'est l'ancien quarterback de Vanderbilt aussi. Vous le connaissez parce qu'il a en 3 saisons, il me semble, lancé pour 2500 yards, 23 touchdowns, 13 interceptions et couru pour 1200 yards et 9 touchdowns. C'est un nom qui, si vous suivez le CFB depuis un petit moment, c'est un nom qui vous revient. Et puis, il y a également un autre nom qui peut vous revenir, c'est Ryan Ilinski, ancien 4 étoiles. Alors, je ne sais plus de quelle année, ça remonte maintenant, qui est un ancien transfert de South Carolina. Il devait être le titulaire en puissance. C'était vraiment un beau transfert à l'époque. Et finalement, il a perdu sa place. Il avait pas mal joué en 2022. Je l'avais vu jouer d'ailleurs juste devant moi parce qu'il était sur le bench devant moi. Mais il n'a pas fait des bonnes saisons. Enfin, il n'a pas fait une bonne saison et l'année dernière, il a été relégué comme remplaçant, quoi. Même QB3. Donc ça s'annonce quand même un petit peu compliqué cette QB room. Au poste receveur, eh bien, meilleur receveur, Cam Johnson, il est parti chez les Dallas Cowboys en undrafted free agent cette année. Mais les deux autres meilleurs sont de retour. On a ces deux super seniors, c'est leur dernière année d'éligibilité. On a Bryce Kurtz qui sort une saison à 700 yards et 5 touchdowns et AJ Henning qui sort une saison à 420 yards et 4 touchdowns. Pour la O-line, eh bien, habituellement, vous connaissez Northwestern. La O-line, c'est un point fort du programme. C'est typique le programme Big Ten grosse O-line à Northwestern habituellement. Et surtout que ces dernières années, on a eu Peter Skoronski, Rashawn Slaughter qui sont passés par là. On a quelques gros noms qui sortent régulièrement. Cependant, l'année dernière, ça a vraiment pas été bon parce que 27 sacs encaissés, 154 pressions sur le quarterback, c'est une des pires O-line du CFB en termes de notation générale. Mais bon, apparemment non, je le confirme, sur les 4 derniers matchs, ça allait mieux. La O-line avait commencé à reprendre du poil de la bête, voilà. Sauf que pendant la off-season, évidemment, le meilleur joueur de la O-line, le guard Josh Pribey, il a transféré. Il a transféré où, à votre avis? À Michigan, bien évidemment. Il est allé chez le gros du coin. Eh bien, on a 3 arrivées sur le portail pour essayer de pallier à ça. On a notamment l'offensive tackle Matt Killer, qui arrive de Texas Tech, qui était une ancienne grosse recrue de JUCO et qui vient de base de Chicago. Voilà, il rentre à la maison avec une sorte de statut.
Au niveau de la running back room, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a le retour de Cam Porter après une saison à 651 yards et 4 touchdowns. C'est pas le plus rapide, etc. Mais c'est un petit gabarit costaud. Il sait transpercer les lignes. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de gap. Tu sais que voilà, sur une troisième et short, etc., il prendra toujours le feu. Il passera toujours le down. Donc voilà. Au niveau de la défense, eh bien, je prends le comité D-line linebacker qui est assez dense ensemble parce qu'il y a beaucoup de rotation. En fait, il y a beaucoup de turnover dans cette défense. Pas mal de joueurs qui jouent un petit peu à tous les postes. Les meilleurs sackers de l'année dernière, ils sont tous de retour. Hein. On a Aidan Hubbard qui avait 6 sacs. On a Anto Saka et Xander Muller qui avait 5,5 sacs et 5 sacs. D'ailleurs, Xander Muller, ça va être le gros nom de cette défense, hein, parce qu'en plus de ses 5 sacs, il sort une saison à 110 plaquages. C'est un linebacker. 110 plaquages, 2 passes défendues et 3 interceptions. Linebacker fort à tout faire. Vraiment le gros nom à suivre. Et puis, au poste de linebacker, on a un transfert qui arrive de Cornell qui est assez intéressant également. Voilà. Tu as un diplôme de Cornell, déjà, tu es bien. En plus de ça, tu peux te permettre d'aller jouer ta dernière saison en Big Ten dans une excellente fac, en plus à Northwestern. Mais désolé, je ne vais pas utiliser de mauvais mots, mais diplôme Cornell plus un petit diplôme Northwestern, eh ben mon gars, tu es embauché quand tu veux. C'est voilà, c'est aussi simple que ça. Chez les DB, le cornerback Rod Hurd, excusez-moi, est parti du côté de Notre-Dame. Hein. Il a transféré là-bas. Cependant, on a quand même le retour du redshirt junior Terran Johnson, qui était le meilleur statistiquement parlant chez les DB après une saison à 5 passes défendues, une interception, et puis je ne sais plus combien de plaquages, mais c'est celui qui avait le plus les meilleures stats en règle générale. D'ailleurs, le nickel cornerback Devin Turner, lui aussi, est de retour avec les mêmes stats. 5 passes défendues, une interception. Après, Xander Muller, je vous l'ai dit, il avait 3 interceptions. C'était le meilleur intercepteur. Il était 2 à en avoir 3 en fait. Il y avait également James Joseph qui est parti, lui, par contre, à West Virginia. Donc voilà. Il y a quand même des départs chez ces DB. On n'a pas d'arrivée du tout, même sur le portail des transferts. Et la paire de safety titulaires, c'est des seniors, mais qui sont peu expérimentés. Donc ça risque quand même d'être assez juste, assez short. Encore une fois, Brown est un coordinateur défensif de base. Il a montré qu'il savait bien faire jouer sa défense, même si tu n'as pas que des gros noms dessus. Voilà. Le calendrier 2024. Déjà, il y a une énorme chose du côté de Northwestern, c'est vous connaissez le stade, le Ryan Field, a été détruit. Il a été ou il va être détruit, je ne sais plus, mais un des deux. Et il va être complètement remplacé par un nouveau stade qui coûte 800 millions de dollars. Énorme projet donc sur les bords du lac Michigan, parce que c'est là que ça se trouve, c'est juste en face du lac Michigan. Hein. Allez voir Northwestern et surtout le Ryan Field. La vue, c'est vue imprenable sur le lac, c'est top. Et bref, énorme projet à 800 millions de dollars. Du coup, eh bien, ça va un petit peu délocaliser entre guillemets les matchs, hein, parce que ça va rester dans la zone. On aura la plupart des matchs au Martin Stadium, qui est un stade de soccer et de lacrosse de Northwestern, qui avait été refait il n'y a pas longtemps. Ils ont rajouté là pour l'occasion, pour la nouvelle saison, des sortes de gradins temporaires, etc. Voilà, vous avez déjà vu dans les stades qui sont en reconstruction, machin, notamment nos stades de football normal ici en Europe. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et puis, on aura les 2 derniers matchs face à Ohio State et Illinois au Wrigley Field de Chicago, le stade des Chicago Cubs en MLB, donc en baseball, qui est un stade mythique, un des plus anciens de MLB. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire pour un match. Il est juste top comme stade. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu vieux avec énormément d'histoire, mais quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, au contraire, hein, c'est vraiment la beauté de la vieillesse, comme on dit. Et Wrigley Field est un élément essentiel à faire si vous êtes en voyage aux États-Unis. Donc, hâte de voir ces matchs. Un calendrier qui démarre avec la réception de Miami. Miami, la fac de Mac, hein, pas Miami de Floride. Réception de Duke, réception d'Eastern Illinois, déplacement à Washington, réception d'Indiana, déplacement à Maryland, réception de Wisconsin, déplacement à Iowa, puis à Purdue,
réception d'Ohio State, déplacement à Michigan et réception d'Illinois. Alors, mon bilan, il n'est pas évident. Il n'est pas évident du tout. J'ai été assez sévère. J'ai mis seulement 3 victoires pour 9 défaites parce que quand même l'effectif, il me semble pauvre, même légèrement plus pauvre que la saison dernière. C'est ce qui me fait peur. Tes victoires, tu peux les avoir face à Miami, tu peux l'avoir face à Eastern Illinois, bien évidemment. Et ouais, après, tu n'as pas de match facile. Indiana à la maison, à la limite, mais Indiana sous Kurt Signetti, attention. Pourquoi pas surprendre Illinois à la maison, mais bon, tu sais pas. Et au maximum, j'ai mis 5 victoires pour cette défaite, donc même pas de bol. Tu peux surprendre, hein, tu peux surprendre une équipe, tu peux surprendre Purdue, tu peux peut-être surprendre Maryland, ce que je souhaite pas, bien évidemment. Peut-être Duke à la maison aussi en semaine 2, c'est possible. Mais je suis pas très confiant quand même pour la saison de Northwestern et des Wildcats. C'est voilà, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait le programme il reprenne un petit peu la même dynamique qu'avec Pat Fitzgerald, c'est-à-dire fonctionner par cycle. Voilà, tu reprends des joueurs, tu as une équipe pas terrible pendant 1, 2, 3 ans, puis après à la 4e et 5e année, tu as une très bonne équipe, puis ensuite ça reprend sur un cycle. J'espère que ça va se passer comme ça. Je pense que c'est un petit peu ce que voulait faire le front office, hein, les AD avec Brown et après sa saison notamment. Voilà, on va voir comment ça se déroule. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. À la prochaine. Salut tout le monde.